Téléspectateurs de Maman Conseil, bonjour. Nous allons cette fois-ci aborder une question qui intéresse beaucoup de gens et qui finalement n'est pas souvent abordée parce que on a le sentiment que c'est très compliqué et qu'en réalité il faut vraiment être spécialiste de la question pour en parler. Ce n'est pas vrai. Nous allons essayer, nous allons tenter dans quelques minutes, puisque le temps qui nous est imparti est relativement court, nous allons essayer de vous parler des avantages du statut juridique de la SASU. Alors c'est quoi la SASU? C'est une société, on va y venir. C'est très important parce que aujourd'hui il y a des activités économiques qui sont menées dans des cadres particuliers qui peuvent être inadaptés. Nous savons que beaucoup de personnes exercent leur activité dans le cadre du régime d'auto-entrepreneur. Et on sait également que pour exercer dans ce cadre juridique-là, il ne faut pas dépasser des seuils de chiffre d'affaires par an qui sont pour les années 2014, 2015 et 2016 précis. Il ne faut pas dépasser 82 200 € pour les activités de vente de marchandises, d'objets de fourniture, de denrées à emporter ou à consommer sur place. Le même montant, 82 200 € pour des prestations d'hébergement, hôtels, chambres d'hôtes, meublés, de tourisme. Et puis, le plafond est de 32 900 € pour les autres prestataires de services qui ne relevant des bénéfices industriels et commerciaux, et puis les professionnels libéraux qui relèvent des bénéfices non commerciaux. Donc il y a des plafonds qui font que l'activité est enfermée, en tout cas celle d'auto-entrepreneur, et ça n'est certainement pas le meilleur compromis, en tout cas la meilleure situation, puisque lorsque votre activité se développe, eh bien assez rapidement les plafonds sont largement dépassés, il faut trouver un autre cadre juridique. Alors c'est vrai que le choix de la forme juridique dans laquelle l'activité économique sera développée par la suite peut être déterminant. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas se tromper. Alors, selon que, sortant du cadre de l'auto-entrepreneur, vous choisissiez l'entreprise individuelle ou l'entreprise individuelle à responsabilité limitée ou l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou la société à responsabilité, la SARL, ou la société par action simplifiée, la SAS, eh bien, selon que vous choisissez l'une ou l'autre des formules, des cadres juridiques, eh bien, vous vous ménagerez des solutions alternatives en cas de difficulté et surtout, en termes de couverture sociale, vous releverez ou non du statut social des salariés. C'est extrêmement important. Il faut voir les différentes solutions pour que l'on puisse voir quels sont finalement les avantages de ce que je vous ai indiqué au début, la SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle. L'entreprise individuelle, à la différence de l'EURL ou de la SARL ou d'une SAS, ce n'est pas une société. Il n'y a fiscalement pas de séparation entre le patrimoine, votre patrimoine, et celui de l'entreprise individuelle. Donc, il y a une confusion et la responsabilité de l'entrepreneur individuel est illimitée face à ses créanciers. Ça signifie que si ça ne va pas, vous perdez tout ce que vous avez. Alors, c'est vrai qu'il y a des solutions pour pouvoir limiter les risques en souscrivant telle ou telle assurance responsabilité professionnelle après un acte authentique et des formalités de publicité, mais cette solution de l'entreprise individuelle est la pire. Donc, il faut complètement l'oublier et ne surtout jamais l'utiliser. Il existe, on dira, la solution de l'entreprise individuelle, je vais dire améliorée. Le IRL, c'est quoi? Eh bien, vous avez un article du Code du commerce qui vous dit, c'est l'article L526-6 du Code du commerce, qui prévoit que tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans création d'une personne morale. Alors effectivement, ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits et obligations que vous souhaitez lui affecter. Ça signifie en clair que l'on a créé, c'est assez récent, un statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sans qu'on ait besoin de créer une société, une personne morale. Donc,
le statut de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée permet de protéger des biens personnels de l'entrepreneur en cas de faillite, en séparant, on l'a vu, le patrimoine personnel du patrimoine professionnel, sans avoir besoin de créer de société. Mais comme tout entrepreneur individuel, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève du régime social des travailleurs non salariés qu'il ait opté sur le régime de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Ça veut dire qu'en fait, indépendamment du fait que pour cet entrepreneur individuel à responsabilité limitée, on limite le risque dans la confusion des patrimoines, il y a quand même un problème qui est celui du statut social du dirigeant. Je pense que si vous voulez véritablement limiter les risques et surtout relever d'un régime social qui soit plus sécurisé pour vous, il convient de vous orienter vers une société. Alors, vous aurez le choix entre la SARL ou la SAS, Société à responsabilité limitée, ou la SAS, Société par action simplifiée. Alors, la SARL, rapidement, on la connaît tous, la SARL est une société commerciale où la responsabilité est limitée aux apports et qui présente les caractéristiques d'une société de personnes, de 1 à 100 personnes, et notamment parce que les parts qui sont détenues dans le capital ne sont pas librement cessibles. On ne peut pas céder ces parts librement sans l'accord de toute ou partie des autres associés. Donc on est dans le cadre d'une SARL, Société à responsabilité limitée, dans le cadre d'une société de personnes. Alors en droit français, la SARL est discutée par deux séries de textes qui sont prévus du Code du commerce. Les articles L223.1 à L223.43 qui traitent de sa constitution, son fonctionnement, et puis les articles L241.1 à L241.9 du même code qui sont des dispositions pénales qui établissent la liste des infractions concernant cette forme de société. La gestion d'une SARL, Société à responsabilité limitée, est beaucoup plus simple que celle d'une société anonyme, puisque la SARL est gérée par un gérant, alors quelquefois il y a les co-gérants, mais en tout cas par un gérant qui est tenu de rendre des comptes une fois par an au moins à une assemblée générale des associés. Par contre, la SA, qui est une société anonyme, elle est gérée par un directeur général ou un directoire qui rend des comptes à un conseil d'administration ou à un conseil de surveillance, et les membres de ce dernier rendent à leur tour compte à l'Assemblée générale des actionnaires. Depuis la loi du 11 juillet 1985, la SARL connaît deux variantes. La SARL pluripersonnelle, il y a au moins deux associés, et puis le URL où il y a un seul associé. Alors souvent, on dit, voilà, je vais faire une URL après le passage de l'auto-entrepreneur. La SARL, on a vu ce que c'est, et on a vu qu'elle a deux variantes, pluripersonnelle ou unipersonnelle. C'est quoi la SAS? La société par action simplifiée est à la fois une société de capitaux, ce qui la rapproche d'une société anonyme, et une société de personnes, ce qui en fait une espèce de société mixte. Elle se distingue de toute façon de la société anonyme par la grande liberté qui est laissée aux associés, cet allègement des contraintes et notamment le fait que le fonctionnement interne de la SAS soit essentiellement défini par les statuts, c'est-à-dire par la volonté des associés. Eh bien, cette situation-là fait qu'à l'origine de la création de la SAS, c'est un instrument de gestion qui a été privilégié non seulement par les grands groupes, par les multinationales, mais aussi par les petites et moyennes entreprises. La SAS, créée en 1994 par une loi du 3 janvier 1994, a longtemps été réservée aux co-entreprises parce qu'elles ne pouvaient alors se constituer que par le capital entre des sociétés qui avaient au moins 1 500 000 francs à l'époque. Et en 1999, la SAS a été ouverte à toute personne physique ou morale et a immédiatement connu un formidable essor pour deux raisons. D'abord, qui tiennent au statut social du chef d'entreprise et deuxièmement, à la liberté contractuelle. On va rapidement voir ça pour dire que la SAS, Société par action simplifiée, lorsqu'elle a un associé unique, un actionnaire unique, eh bien c'est une SASU. Et donc, lorsque vous partez d'un statut d'auto-entrepreneur ou d'une entreprise individuelle,
bien, vous allez devoir choisir entre l'EURL, qui est une SARL avec un seul associé, ou bien la SASU. Alors, il existe un préjugé s'agissant de la SASU. Celle-ci serait un outil de gestion pour les groupes de sociétés, alors que l'EURL serait un outil plus adapté à l'entrepreneur qui démarre. C'est faux, ce préjugé n'est pas fondé parce que la division du capital social de la SASU en titre négociable et la souplesse dans la rédaction de ces statuts, eh bien, ça fait un outil parfaitement adapté tant à l'organisation des moyennes entreprises qu'à l'entrepreneur qui démarre. Alors, qu'est-ce qu'une SASU ? On l'a dit, c'est une société par action simplifiée, constituée par un associé unique qui ne supporte les pertes qu'à concurrence de son apport. L'associé peut être une personne physique ou une personne morale. Le président de la SASU, puisqu'on ne parle pas de gérant, le président de la SASU peut être l'associé unique ou ça peut être un tiers. La SASU est une alternative, selon nous, à l'EURL et cette alternative est d'autant plus intéressante que depuis 2009, eh bien, la loi a supprimé l'exigence d'un capital minimum et l'obligation de désigner un commissaire aux comptes. Avant 2009, le capital d'une SAS était relativement important. Il fallait quand même 37 500 €. C'était quand même quelque chose d'assez lourd. Et puis, l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes était une manière, c'était un peu un frein. Tout ça, ça a été supprimé et ça fait de la SASU finalement un bon outil aujourd'hui. Alors, l'intérêt de la SAS est en premier lieu de limiter la responsabilité de l'associé unique, de lui permettre également la séparation de son patrimoine personnel avec son patrimoine professionnel, même si effectivement, il faut le rappeler ici, lorsque vous êtes associé unique d'une SAS, donc d'une SASU, et que les créanciers, souvent le banquier, a tendance à vous demander des garanties personnelles, ça limite un peu ce que je viens de dire. Mais en tout cas, la SASU peut être constituée avec un capital librement déterminé par l'associé unique. Jusque-là, la SASU et l'EURL se ressemblent. Alors, apport et commissaire aux comptes, la SASU a l'avantage de pouvoir recevoir des actions, donc, en tout cas des actions en contrepartie d'un apport en industrie, et elle peut fonctionner sans aucun contrôle en dessous d'un certain seuil. Alors le seuil, on va le dire rapidement, il s'agit quand même de 2 millions d'euros dans le total bilan et de 2 millions d'euros au niveau du chiffre d'affaires et de 20 salariés. Pour une URL, on aurait 1,5 million, 3 millions 100 et 50 salariés. Le président de la SASU est associé unique, c'est une personne physique ou morale, et il peut se nommer président, même s'il est tout seul. Cette caractéristique peut, dans les groupes de sociétés, se révéler un avantage certain parce que, dans le cas d'une EURL, on ne peut pas être l'associé unique d'une autre EURL. La SASU, c'est un outil de gestion particulièrement intéressant parce qu'une SASU peut être dirigée elle-même par une SASU, mais une EURL ne peut pas être dirigée par une EURL. La rémunération du président, cette rémunération du président de la SASU peut être prévue contractuellement, il est tout seul, dans une convention. Cette convention est soumise au régime des conventions réglementées, c'est-à-dire qu'elle devra s'exposer à un contrôle légal, mais ce régime se soumet à peu de contraintes avec la SASU, puisqu'il suffit que la convention intervenue entre la SASU et le président, en l'espèce le dirigeant, soit portée sur un registre des décisions d'associés uniques. Par ailleurs, l'associé unique a également vocation à recevoir la totalité des dividendes qui sont susceptibles d'être mis en distribution. Alors la SASU peut être facilement transformée. Alors, lorsque vous avez des personnes qui viennent au capital, ça devient une SAS et vice-versa. Donc il y a une certaine souplesse. Cette souplesse de la société par action qui peut être alternativement unipersonnelle ou pluripersonnelle, est assez intéressante pour la gestion. S'agissant des formalités comptables et administratives, la SASU bénéficie d'allègements spécifiques en matière de formalités comptables et administratives, puisque les SASU n'ont pas, par exemple, à déposer au greffe le rapport de gestion, même si celui-ci doit être tenu à la disposition de toute personne qui en ferait la demande.
Et puis, l'associé unique, personne physique, qui assume la présidence d'une telle société par action simplifiée, unipersonnelle, il est même dispensé d'établir le rapport de gestion lorsque les seuils que nous avons indiqués tout à l'heure ne sont pas atteints. Alors, et je pense que c'est certainement l'une des choses les plus intéressantes lorsque l'on parle de la SASU par rapport à une URL. Si l'on compare la SAS et la SARL, c'est le statut fiscal et social du dirigeant. C'est important parce que souvent, on me dit, mais je ne peux pas être gérant majoritaire d'une société et en être le salarié, parce que tout ça est incompatible. Eh bien, dans le cadre de la SAS, et singulièrement de la SASU, on a on peut considérer comme étant le beurre, l'argent du beurre, la ferme, la fermière et peut-être bien plus. Il existe deux types de régimes sociaux en France, le régime des salariés et le régime des travailleurs non salariés. Eh bien, l'article 755 quinquies du Code général des impôts assimile purement et simplement la SAS à la société anonyme au plan fiscal. Ça signifie tout simplement, et il y a une instruction du 18 mars 1994 du service de la législation fiscale qui précise que les règlements applicables à la société anonyme en matière de rémunération de dirigeants sont transposables à la SAS et on peut déduire que les dirigeants personnes physiques sont assimilés à des salariés pour l'imposition des rémunérations perçues au titre de leurs fonctions. Les présidents et dirigeants de SAS, et singulièrement de la SASU, doivent être affiliés au régime général de la sécurité sociale. En résumé, on a envie de dire que vous pouvez, par le biais d'une SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle, être le président directeur général de votre société, vous pouvez posséder toutes les actions et vous pouvez bénéficier en prime du régime des salariés avec en main votre bulletin de paye. Donc ça mérite la réflexion. Plutôt que de s'orienter vers une SARL ou une URL, eh bien réfléchir aux avantages et à l'intérêt que représente le développement d'une activité économique dans le cadre d'une société par action simplifiée. Et si elle est unipersonnelle, eh bien, vous serez tout seul dans votre entreprise avec en plus et en prime eh bien, le statut, on dira assimilé salarié, puisque on sait très bien que ce qui caractérise le salarié, c'est son lien de subordination, mais il n'existe pas en l'espèce. En tout état de cause, sur le plan fiscal, eh bien, le dirigeant d'une SASU eh bien, pourra cumuler tous les avantages. C'est l'information que je voulais vous porter à l'occasion de cet échange. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.